Eh bien, bonjour à tous. Je suis Mathieu Gouel, je suis un doctorant au LIPSIS. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la théorie des stream graph appliquée à mon domaine de recherche qui est la topologie sur Internet. Donc, on va définir tout ça. Euh, donc, petit disclaimer, je suis pas vraiment un théoricien. Ma thèse, elle est assez pratique en fait. Euh, et justement, j'ai voulu profiter de ce Reading Group pour en apprendre davantage sur la théorie des graphes et la théorie des stream graphes. Et également, je ne vais pas non plus passer en revue toute la théorie ici. J'ai un petit peu pris, j'ai cherry-pick un petit peu les choses qui m'intéressaient pour le sujet de la topologie d'Internet. Et aussi, je me suis pas mal inspiré des tutoriels du package Python StreamGraph qui a été également développé par l'équipe de Mathieu Latapi qui a créé la théorie, on va revenir dessus. Et donc voilà, donc il y a du matériel de très bonne qualité, il y a des tutos de très bonne qualité, donc je vous encourage à aller les voir. Alors, pour commencer, avant de parler de StreamGraph, on va parler de Internet topologie. On va vérifier, enfin, très rapidement parler de qu'est-ce que c'est. Partant un petit peu de la base. Donc, Internet, c'est quoi? C'est grosso modo un réseau de réseaux. Euh, et chaque réseau, on va dire que c'est géré par une organisation. Ça peut être Cogent, Level3, Orange, une myriade mais aussi des entreprises comme Google, Cloudflare, etc. Et, euh, et eux, ils ont une bonne idée de leur propre réseau, bien sûr, puisqu'ils sont responsables de ce réseau. Et ce réseau, c'est donc quoi? C'est une collection de routeurs qui sont connectés entre eux. Et chaque réseau est connecté à d'autres réseaux, pas tous, bien sûr, mais à certains réseaux, à un ou plusieurs, via une ou plusieurs interconnexions. Donc, ce router level topology, ce niveau routeur, en fait, dans notre domaine de recherche, on aimerait bien le voir, mais malheureusement, on ne peut pas directement y avoir accès. En fait, personne y a accès. Mais ce qu'on peut faire, par contre, c'est mesurer des choses sur Internet. Donc, on va pas être capable directement d'inférer la topologie au niveau routeur, mais on va pouvoir voir des choses à un niveau un peu en dessous, c'est-à-dire au niveau, ce que j'appelle le niveau IP ou le niveau interface. C'est-à-dire, on va pouvoir faire des mesures entre une source, donc un serveur sur lequel on peut faire des mesures. Généralement, on appelle ça un vantage point, et donc faire des mesures d'un chemin ou des chemins entre cette source et plusieurs destinations. Donc, les destinations, ça peut être des RSP, des serveurs, etc. Mais généralement, généralement, on fait les destinations, c'est des préfixes /24, parce que c'est le plus petit préfixe qu'on peut annoncer sur BGP, bref. Et donc, du coup, si on fait. Et donc, du coup, ce chemin, en fait, ou ces chemins, entre une source ou plusieurs sources et, et plein de destinations, ces chemins, ils sont constitués de nœuds qui sont en fait les interfaces des routeurs par lesquels on traverse, l'interface d'entrée. Et les liens, en fait, c'est des nœuds consécutifs dans le chemin qu'on mesure. Et, et donc, en mesurant ces chemins, un très grand nombre de chemins potentiellement aussi via plusieurs sources, eh bien, on se retrouve avec une collection de chemins et on peut les merger ensemble, s'il vous plaît, en quelque sorte, on peut les merger ensemble en prenant tous les liens de ces chemins pour créer un graphe. Donc évidemment, ce graphe, il va être biaisé par la mesure. Ça représente jamais dans la réalité l'ensemble du graphe IP d'Internet parce qu'on ne mesure pas tout. Il est biaisé par la mesure, mais il est quand même intéressant
notamment parce que c'est un peu la seule chose qu'on a. Et c'est intéressant d'avoir ce graphe à un moment T, mais ce qui est surtout intéressant, c'est un petit peu le sujet de ma thèse, moi, c'est savoir comment ce graphe, il évolue dans le temps. Est-ce qu'il évolue vite? Est-ce qu'il évolue lentement? Est-ce qu'il y a des endroits dans le graphe qui évoluent plus rapidement que d'autres, des réseaux qui évoluent particulièrement? Et quelles sont finalement ces caractéristiques de ce graphe qui bouge, quoi. Donc ça, c'est une représentation un petit peu de ce graphe à un moment T. Donc c'est un graphe, on va dire, de taille, je dirais, moyenne, hein, on va le voir, hein, mais qui fait à peu près 2 millions de nœuds et 5 millions de liens. Et ce qu'on veut voir, enfin ce qu'on aimerait bien, comme je disais, analyser dans ce graphe, c'est à la fois faire une analyse structurelle de ce graphe, c'est-à-dire comment il est à un moment T, mais aussi une analyse temporelle de ce graphe, voir comment il évolue. Et un peu les deux en même temps, quoi. Et en fait, finalement, ce problème-là d'analyser un graphe qui bouge, c'est quelque chose qui est quand même très commun. Par exemple, je sais pas, je suppose, je vais travailler pour eux, mais je suppose que Facebook doit avoir un peu les mêmes problèmes quand il essaye d'analyser les interactions sociales sur son système, sur son réseau social. Dès qu'on fait du réseau, il y a cette notion-là, bien sûr. Les dépendances, je sais pas moi, le trafic, par exemple, quelque chose comme Waze ou Google Maps, il doit avoir des soucis similaires. Bref, il y a vraiment une myriade de problèmes qui peuvent être modélisés par un graphe qui bouge en fait avec le temps. Et, euh, et donc, bien sûr, on a la théorie des graphes qui nous permet d'avoir, d'analyser sur plein de facettes un graphe statique. Euh, et du coup, on a une grosse théorie derrière qui permet de dégager beaucoup de caractéristiques, de métriques, etc. Mais cette théorie des graphes, de base, elle ne prend pas en compte cet aspect temporel, cet aspect changeant. Et donc, du coup, généralement, pour s'en sortir, ce qu'on fait, c'est qu'on prend une séquence de graphes et on va appliquer des métriques de théorie des graphes sur chacun des graphes. Et puis, par exemple, on peut faire une moyenne ou je sais pas, voir comment bougent ces caractéristiques. Ou alors, on peut avoir un graphe qui est labellisé. Par exemple, je sais pas, ces nœuds ou ces liens peuvent avoir des labels qui expriment cette notion de temporalité. Mais ça, c'est généralement, enfin, c'est comme ça qu'on fait généralement, mais c'est difficile d'aller, disons, de pouvoir avoir en même temps, de pouvoir avoir des métriques qui saisissent en même temps le côté structurel du graphe à un moment T et comment il bouge dans le temps. Et on va voir un petit peu des exemples. Donc, en fait, tout ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est tiré donc d'un papier de 2018 de Mathieu Latapi et de ses collaborateurs, qui s'appelle Stream, qui parle des stream graphes. Et justement, tout l'objet de cette présentation, c'est d'essayer de jouer un peu avec la théorie et puis savoir comment l'appliquer en réalité. On va voir qu'il y a des très bons outils pour ça. Et l'appliquer, voilà, on va prendre l'exemple du domaine que je connais. Donc alors, on va commencer par une petite définition. Qu'est-ce qu'un stream graph? En fait, c'est un objet qui a 4 composantes. T, V, W et E. T, c'est un set d'instants, un set de temps. Et en fait, ça peut être ça peut représenter un temps continu ou discret. On va voir que moi en fait, j'utilise un peu la théorie en mode discret de temps, mais en fait, dans le papier, il y a tout un paragraphe qui explique en quoi c'est analogue. En fait. Donc la théorie fonctionne bien, que ce soit un temps continu discret. La deuxième composante, c'est un set de nœuds. Et en fait, c'est tous les nœuds qu'on va apercevoir, on va dire, dans le stream graph à n'importe quel moment. Donc, ça va être vraiment l'ensemble des nœuds et pas seulement les nœuds qu'on voit à un moment T, ça va être tous les nœuds qu'on voit.
Mais justement, pour saisir un peu cette temporalité, on va avoir W et E qui sont des sets de temporal nodes et temporal links. En fait, ce qu'il faut imaginer, c'est simplement qu'un temporal node, c'est un tuple d'un nœud associé à un temps, quoi. Et un temporal link, c'est l'association de deux nodes avec un temps. Donc, pour représenter ça d'un point de vue programmatique, en fait, c'est simplement les sets de temporal nodes, c'est un set de tuples. Et ce tuple a deux éléments, un temps et un nœud. Et un temporal link, c'est s'il y a trois éléments, du coup, le nœud source, le destination et un temps, il y a un temps source et un temps destination. Non, en fait, il y a un temps. Donc, c'est un lien, mais qui est à un instant donné, c'est pas un lien à travers le temps. Et du coup, d'un point de vue discret, en fait, tu vas, à chaque instant de temps, tu vas avoir ce lien, et donc tu vas avoir un temporal link. Okay. Donc, si un nœud il apparaît 10 fois, c'est un seul nœud qui apparaît 10fois dans ton graphe, dans V, il y a un nœud, et dans W, il y en a 10. Exactement, tout à fait. Tout à fait. Et du coup, on peut imaginer un cas un petit peu, un cas pas exceptionnel, mais un cas, voilà, un cas où tous les nœuds ils sont présents tout le temps. Et en fait, il n'y a que les liens qui bougent avec le temps. Donc, en fait, au niveau du nœud, c'est très stable dans le temps, mais les interactions bougent. Je ne sais pas, moi, un réseau social où les gens n'arrivent pas et partent pas. Et ça, dans la théorie, ils appellent ça un link stream, parce qu'en fait, c'est vraiment un stream, mais que de liens, pas de nœuds. Et donc ça, c'est la représentation d'un stream graph à gauche et d'un link stream à droite. Je ne sais pas si je me trompe au niveau. En tout cas, c'est comme ça pour moi. Pourquoi c'est un stream graph à gauche? En fait, les lignes de dot line, les lignes grises qui sont en pointillés, ça représente quand un nœud est présent ou pas. Donc, on peut voir par exemple que A, il est présent tout le temps. B, il est présent presque tout le temps, sauf peut-être entre 4 et 5 ou quelque chose comme ça. Et D, par exemple, il est présent que entre 1 et 3, je pense, hein, quelque chose comme ça. Donc ça, c'est vraiment la présence des nœuds. On peut voir dans le link stream, en fait, à droite, c'est un link stream parce que cette ligne en pointillé, elle est tout le temps là. Elle n'est jamais coupée. Et au-dessus, par-dessus ça, on voit quand est-ce que les liens sont là et quels liens sont là. Par exemple, entre A et B, au début, là, on voit qu'il y a peut-être à 1, au temps 1, il y a un lien qui se forme. Et la barre horizontale, elle correspond à la durée où le lien il apparaît. C'est-à-dire qu'au temps 3, je dirais, eh bien, le lien entre A et B est rompu. Du coup, il y a quand même une contrainte de compatibilité entre W et je ne sais plus comment ça s'appelle. Et E. Et E. Ouais. Oui, oui, tout à fait. Oui, bien sûr. Tu ne peux pas avoir un lien d'un nœud qui les nœuds n'existe sont pas là. Tout à fait. Et d'un point de vue, donc là, c'était d'un point de vue un peu continu, puisque la ligne représente, on va dire, un temps continu, mais ça marche très bien aussi d'un point de vue discret avec ce genre de représentation où en fait, un nœud, ça va être un point à un moment donné. Et comme je disais tout à l'heure, bah, par exemple, là, le lien entre A et B, entre 1 et 4, eh bien, en fait, il va être répliqué n fois, quoi. Mais finalement, c'est la même chose. Alors, maintenant, je vais essayer un petit peu, maintenant que j'ai présenté à la fois le côté Internet topologie et à la fois le côté définition de stream graph, je vais un peu expliquer comment je vais essayer de rassembler les deux pendant cette présentation. Donc, ce que j'ai fait, en fait, ce qu'on fait dans l'équipe toutes les semaines, c'est un jour par semaine, le samedi, on va faire une mesure d'une source vers tous les slash 24 routés d'Internet. Et cette mesure, elle est d'ailleurs, juste pour vraiment en détail, elle est multi-chemin, c'est-à-dire qu'on va mesurer tous les chemins entre cette source et chacune des destinations, parce que potentiellement, il y a plusieurs moyens pour aller de cette source vers cette destination. Et on va multiplier ça par les environ 11 millions de slash 24 qui sont routés, IPv4 qui sont routés sur Internet. Et donc ça va nous donner notre mesure et notre graphe. Et donc,
mon stream graph discret, là, je vais prendre les 10 dernières mesures. Et mon stream graph discret, un instant de temps, c'est l'ensemble du graphe, si vous voulez. Donc, en fait, la mesure, elle prend un jour, mais on va dire que je la compresse en un temps unitaire. Et donc, du coup, je prends les 10 dernières mesures, ce qui correspond aux 10 dernières semaines, d'un point de vue discret. Donc, le plotline, là, il aurait pas dû apparaître, c'est pas grave. Et donc, vu que c'est une application, je vais vous montrer un petit peu de code qui permet de jouer en pratique avec cette théorie et comment on va dire, j'ai fait en pratique. Là, tout simplement, je vous ai pas mis. Là, il y a deux trucs si vous avez l'œil vif. Il y a deux choses que vous ne savez pas à quoi ça correspond. C'est TNS et TLF. C'est un data frame de mes nœuds temporaires et de mes liens temporaires que j'ai récupérés depuis nos mesures, que je n'ai pas montré comment j'ai fait ici, ça a peu d'importance. Et en fait, je les inscris dans un objet du package StreamGraph qui a été fait aussi par l'équipe de Mathieu Latapi. Je les inscris dans un objet temporal node set et temporal link set, DF pour data frame, je suppose. Et du coup, ça, c'est mes objets de temporal node set et temporal link set. Donc, on a deux composantes sur 4, mais les deux autres, le node set et le time set, en fait, on peut le dériver très facilement de l'objet temporal node set. Et donc, à la fin, j'ai NS, qui est le node set complet, time set qui est le time set complet, tous les indices de temps, et les temporal node set et temporal link set. On retrouve bien nos 4 composantes de la théorie. Et donc, à la fin, je me retrouve avec un objet stream graph sur lequel je vais pouvoir jouer avec. Simplement. Alors, donc on va s'échauffer un peu, voir un petit peu ce qu'on peut faire avec les données d'Internet Topologie et la théorie StreamGraph appliquée grâce au package Python. On peut déjà se demander un petit peu qu'est-ce qui se passe au niveau du nombre de nœuds, enfin, comment évolue le nombre de nœuds et le nombre de liens. Donc, le nombre de nœuds, donc le node set que j'ai, c'est environ 2,7 millions. C'est-à-dire qu'en tout, dans nos 10 semaines, si on fait l'union de tous les nœuds qu'on a vus dans toutes les mesures, c'est à peu près 2,7 millions. Par contre, si on regarde, on va dire, la moyenne par mesure, la moyenne de nœuds qu'on trouve, c'est environ 2 millions, comme je vous ai dit tout à l'heure. Au niveau des petits calculs, en fait, NU, c'est le nombre, U c'est un nœud, et NU, c'est, on va dire, la moyenne, si vous voulez, combien d'instants apparaît le nœud par rapport à le nombre d'instants total. Et donc, du coup, pour avoir SGN, là, on fait la somme de tous les NU pour tous les U qu'on a dans notre. Alors, T, en fait, le cardinal T, là, c'est le nombre de temps qu'on a. Donc, en fait, le len de time set, si tu veux. Et donc, ça, c'est 10. C'est 10, exactement. Et TU, c'est quand est-ce que combien de fois mon nœud il apparaît. Donc, ça peut être 4, par exemple, si on l'a vu dans 4 mesures. Voilà, c'est ça, ouais. Et quand tu fais la somme de ces pourcentages, tu te retrouves avec, en fait, une moyenne, je pense, du nombre de nœuds qu'on a par mesure. Et j'ai vite fait plotter le nombre de nœuds que j'ai par mesure. Donc, en fait, en abscisse, là, on a 10. Voilà. Je reviens Ouais. Oui, je pense que du coup, il y a une petite typo parce que tu t'écris à la fin que NSG, c'est W sur T. Ouais. W, c'est le nombre de paires nœuds instants, c'est ça? Ouais. Et du coup, le dénominateur, je pense que c'est pas T, c'est T fois le nombre total de nœuds, en fait.
Non, je pense pas parce que en fait, le Non, cardinal j'ai- de j'ai lu TU, une connerie. en fait, la Ah oui, non, somme t'as de raison, oui, cardinal de pardon, TU, oui, oui, t'as raison. ça va être W Oui, et oui, tu oui. divises par T qui, Oui, lui, oui, est une t'as constante. raison. Euh, Désolé. My bad. Pas de souci, pas de souci. Et donc, du coup, si on plotte simplement pour voir l'évolution, donc ça, c'est un truc qu'on fait tout le temps. Bon, il est un peu crade mon plot, mais on voit que le nombre de nœuds, il varie entre 2 millions et peut-être 2,2 millions au niveau des différentes mesures. On peut faire la même chose avec le nombre de liens. En fait, la TUV, du coup, ça va être exactement comme avant. On va compter le nombre, à combien d'instants le lien entre U et V est présent, divisé par le nombre d'instants. Et là, on voit qu'en moyenne, on découvre 4,4 millions de liens. Et alors, mais sinon, c'est pareil, hein, cardinal L, là, c'est la même chose. Et là, on voit, on voit qu'il y a un truc bizarre dans le graphe, c'est-à-dire qu'à la 8e mesure, ouais, en fait, à la 8e mesure, on a eu un souci. Et d'ailleurs, je m'en suis rendu compte, on ne s'était pas rendu compte avant, mais je m'en suis rendu compte en plotant le truc. Bon, mais c'est pas grave. Justement, on va peut-être pouvoir voir comment les métriques, elles nous indiquent ou non certains trucs comme ça. Enfin, voilà, c'est une information supplémentaire, disons, peu importe. Et on voit le nombre de liens, pour le coup, il augmente entre peut-être 2 et 5. Et effectivement, on a cet outlier, là, la mesure 8, où on avait le même nombre de nœuds que d'habitude, mais par contre, le nombre de liens, là, voilà, il y a eu un bug. Bon, ça, c'était pour le nombre de nœuds et le nombre de liens. C'est sympa, mais on va dire que c'était pour s'échauffer. La première métrique, on va dire, qui est vraiment typique d'un stream graph, ça va être cette notion de coverage. Attends, excuse-moi, parce que là, je pense qu'en fait, il manque des connaissances liées à comment ça marche Internet. Ouais. Ce que je comprends pas, c'est que toi, concrètement, comme tu explores la topologie d'Internet à partir de ta petite maison au Lipsis, là, Ça, ouais. donc tu découvres des liens qui sont entre le Lipsis et un peu partout dans le monde. C'est ça, ouais. Donc, tu découvres un graphe, en gros, qui ressemble à une étoile. Ouais, tout à fait. Enfin, oui. Mais du coup, est-ce que les nœuds que tu vois par définition, c'est justement pas les nœuds pardon, vers lesquels tu as un lien, et est-ce que tu devrais pas découvrir exactement autant de liens que de nœuds? C'est là où il y a un truc que j'ai pas compris, je pense. Bah, Si tu veux dire, il y a plusieurs chemins possibles. Donc, attends, tu dis autant de liens que de nœuds. Bah, déjà, un nœud, potentiellement, au milieu du graphe, il va avoir comme c'est des chemins, il va avoir un prédécesseur et un successeur. D'accord, ah oui, donc parce que toi, on t'informe en fait que le message que tu as envoyé à truc, en fait, il est passé par machin, chose, bidule avant d'arriver à truc. C'est ça, exactement. Ouais, d'accord, et donc c'est comme ça que tu découvres des liens qui ne sont pas entre toi et une destination donnée. Ah oui, tout à fait. Ouais, Tu c'est ça. as plus que l'information que tu as échangée avec la destination. Tu as vraiment Le chemin complet. le chemin complet que ça a parcouru. Et en fait, je ne l'ai pas nommé, mais en fait, ça, ce qu'on fait, c'est une forme de ce qu'on appelle des traces-routes. En fait, quand tu fais un trace-route vers une destination, tu vas avoir toutes les interfaces qui passent dans lesquelles tu passes. Donc, tu détectes, entre guillemets, tous les liens qui sont utiles dans le fait de router toi au reste du monde, en gros. Et... ouais, mais dans ce sens-là, quoi. Enfin, oui. dans le sens de toi vers le. De toi voilà. vers le On voit pas le chemin retour. On voit pas le chemin retour. Bon, alors le coverage, ça va être c'est assez intéressant comme première petite métrique. C'est en fait à quel point, si on reprend, en fait, je trouve que c'est difficile à expliquer et c'est beaucoup plus facile à expliquer. Enfin, c'est pas dur, mais c'est beaucoup plus facile à expliquer avec cette illustration. En fait, le coverage, là, vous voyez, on voit, si on regarde pas les liens, mais on regarde que les nœuds, on voit qu'on a comme une espèce de petite matrice, quoi. C'est-à-dire que on a les nœuds A, B, C, D en ligne et les temps en colonne. Et en fait, le coverage, ça va un petit peu donner une idée de comment, à quel point cette matrice elle est dense ou pas. À quel point le stream graph il est rempli de nœuds ou pas. Donc plus il est petit, plus il y a des moments où il y a peu de nœuds. C'est exclusivement sur les nœuds, du coup. C'est exclusivement sur les nœuds, tout à fait.
Et s'il est égal à 1, bah, en fait, c'est un link stream. Parce que s'il est égal à 1, en fait, les nœuds, ils sont là tous les nœuds sont là à tous les instants. Donc, le coverage, disons, pour nous, au niveau de la topologie d'Internet, alors, il faut imaginer que au niveau d'un nœud, le coverage il sera le même si c'est alternatif ou si au début on l'a, puis après on l'a plus. Ça donne… voilà. Mais par contre, si on a un coverage très petit, on pourrait imaginer que les nœuds sont très éphémères. Alors que si on a un coverage très grand, on peut imaginer que les nœuds sont, en tout cas, on les voit plutôt de façon stable, quoi. Et donc voilà. Donc, je pense que c'est plus simple de l'expliquer comme ça. En fait, ça, c'est la grandeur à laquelle je pensais tout à l'heure. Effectivement, il y a la multiplication par Exactement, tout à fait, ouais. Et donc là, voilà, en fait, c'est le nombre de nœuds temporaires divisé par, en fait, les deux dimensions, quoi. La dimension du nombre de nœuds et la dimension temporelle. Donc ça nous donne, on va dire, un pourcentage. Alors là, j'ai peut-être dit une connerie dans le commentaire. J'ai dit, pour essayer de trouver une façon élégante de représenter, mais c'est peut-être complètement faux. J'ai dit, durant une mesure, un nœud du stream graph, il a 76% de chances d'apparaître. Si tu dis que ton nœud il est uniformly drawn at random, je pense que ce que tu dis est vrai. Ok, bon, je me suis dit, alors given non, mais uniformly random node, je pense que c'est vrai. D'accord, bon, bah, voilà. Bon, je trouve que cette phrase, finalement, elle est peut-être plus confusante qu'autre chose. Bref, donc donc nous, là, pour le donner, voilà, pour revenir sur notre cas pratique, on a voilà, à peu près 77%. Et en fait, pour être un tout petit peu plus technique d'un point de vue réseau, je trouve que ce coverage il est intéressant pour potentiellement comparer des stream graphs entre eux et pour potentiellement évaluer ce que nous, un peu notre peur, notre bête noire qui s'appelle le rate limiting. Le rate limiting, en fait, c'est si on sonde trop vite, potentiellement les nœuds ils sont pas contents, les routeurs ils sont pas contents, ils vont arrêter de te répondre parce que tu as un petit peu dépassé un quota, on va dire. Et ça, c'est un peu notre bête noire parce qu'on va croire potentiellement qu'il n'y a rien, mais en fait, il y a quelque chose, il y a un nœud qui te répond, c'est juste, enfin, il y a un nœud, il y en a un, mais il ne te répond pas avec l'information qui nous dit qu'il est là. Et ça, c'est difficile parce qu'on veut essayer d'avoir une vitesse toujours plus rapide pour pouvoir avoir des mesures toujours plus courtes. Mais plus on sonde vite et plus on est soumis à cet effet de rate limiting. Et par exemple, le coverage, bah, ça peut être une indication si on fait, on va dire, 2 expériences 10 fois où on a une vitesse de 100 000 paquets par seconde, une vitesse de 10 000 paquets par seconde. Si on compare le coverage, potentiellement, on peut se demander à quel point on est à 100 000 paquets par seconde avec du rate limiting. Pour compléter ce que tu dis, mais le trade-off avec la vitesse de sondage, c'est que pourquoi on veut sonder plus vite, c'est on parle des mesures plus rapidement, mais aussi parce que le temps d'intégration, plus il est long, plus on risque d'inférer d'un graphe qui est faux, parce que là, tu disais que ton snapshot, c'est une journée. Tout à fait. Et potentiellement, entre ce qu'on a sondé au début de la journée et ce qu'on a sondé à la fin de la journée, exactement. Alors, on fait des trucs pour s'assurer que les liens individuellement soient vrais, mais est-ce que le chemin dans son ensemble il est toujours vrai Voilà. Du coup, il y a un peu ce trade-off pour rate limiting et… On veut essayer d'avoir un graphe qui est, on va dire, comment, j'ai pas le mot, mais ouais, ou si tu vois un lien, si tu vois 2 liens dans le graphe, ça veut dire qu'ils ont existé au même moment, quoi. Voilà. Ensuite, bah, alors, on peut regarder ce qu'ils appellent la node contribution, c'est-à-dire à combien un nœud, à combien de temps il est présent. C'est un petit peu analogue au coverage, hein, mais tu prends un nœud, tu veux savoir à combien d'instants de temps il est présent, maximum 10 dans notre exemple. Et là, on peut voir, par exemple, que dans à peu près 60%, là c'est une CDF, à peu près dans 60% du temps, enfin, dans 60% des nœuds sont là 100% du temps. OK. Et du coup, ça, nous, dans un monde, généralement, dans un monde parfait, on imagine que les nœuds, ils sont tout le temps là, enfin, qu'on a un link stream, en fait. Mais en fait, on voit bien que, bah, voilà, c'est pas forcément le cas.
On peut faire pareil pour savoir la même chose au niveau des liens. Et là, au niveau des liens, on va être biaisé justement par le fait qu'on a une mesure qui a foiré. Donc, finalement, il y a très, très peu de fois où un lien il est présent les 10 instants de t, parce qu'en fait, il y en a une qui a foiré. Donc, si on prend les 9, enfin 9 et 10, on se retrouve avec 40% des liens qui sont là tout le temps. On peut imaginer ça plutôt. Mais par contre, c'est vrai que les liens ont tendance à bouger plus vite que les nœuds, pour plusieurs raisons. À propos de liens, on peut parler d'une autre métrique qui s'appelle la densité. En fait, la densité, dans un graphe classique, c'est, on imagine ton cluster de nœuds, ton nombre de nœuds dans ton graphe. En fait, c'est comparer ton graphe à un graphe qui serait complet, où il y a un lien entre chaque nœud. Et en fait, donc du coup, la densité, c'est la probabilité que si tu prends un lien au hasard entre deux nœuds, quelle est la probabilité qu'il soit là réellement. Et dans un stream graph, c'est la même chose, mais tu prends en compte la notion de temporalité. Donc, sachant U et V de deux nœuds, de ton set de nœuds, de ton node set, qui est V, quelle est la probabilité que ton lien il soit là à un moment donné. Et nous, on voit quand notre densité, là, elle est extrêmement faible. Mais en fait, c'est normal, parce que notre graphe qu'on a, en fait, c'est un ensemble de liens, enfin, c'est un ensemble de chemins, quoi. Et donc, du coup, un nœud donné, comme je disais tout à l'heure, il a probablement simplement un prédécesseur et un successeur. Alors, il peut avoir plusieurs prédécesseurs, si plusieurs liens arrivent vers lui, ou plusieurs successeurs, si justement il y a plusieurs chemins possibles, et ça arrive, en fait, ça arrive dans 60% des chemins, des traces routes. Mais dans on va dire dans la plupart des cas, un nœud il a un prédécesseur et un successeur, et il n'est pas du tout connecté à toutes les autres interfaces du graphe. Peut-être que tu veux en parler, mais ce qui serait intéressant, c'est que ça, c'est le graphe en général, mais c'est pas uniquement une unité de densité. Pas du tout. Les nœuds du graphe sont très denses. Exactement, ouais. Alors, dans le cœur, on peut en reparler, mais j'en parle pas explicitement, mais on peut en reparler juste après. Oui, pardon. Tu peux revenir juste en arrière? Ouais. En fait, c'est t'embête encore. Je me demande si en fait ta formulation est pas un tout petit peu simplifiée quand tu dis one takes a random time and two random nodes that. Ouais. Alors j'ai l'impression que la façon dont la moyenne est faite, en fait, ça fait pas exactement ça. En fait, c'est si tu prends l'ensemble des triples time U, V tels que les nœuds U et V existent autant T, que tu choisis un tel triple uniformément, alors c'est la probabilité que le link existe. Et du coup, en particulier, par exemple, si tu as là où tu vas voir la différence entre ta définition et ça, c'est par exemple si tu as un moment où tu as très peu de nœuds et un moment où tu as beaucoup de nœuds. En fait, si tu prends un random time, en fait, tu étais sûr de prendre tu vois, dans un cas sur deux, tu es sûr de prendre les deux nœuds qui étaient présents au temps 1. Ah oui, alors que si tu fais ton choix uniforme sur les triplets, tu pondères beaucoup moins fort le moment où il y avait moins de nœuds. En fait. Oui, je comprends. Je suis peut-être allé un peu vite dans la généralisation. Dans les permutations de moyenne. Et tu veux dire que tu ne choisis pas d'abord le temps et après deux nœuds. Tu prends les trois. C'est ça. C'est ça. Et sur ces triples-là, tu choisis. Je pense que c'est ça. Enfin, d'après la formule que je vois, ça a plus une tête de ça. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Bon, et du coup, là, je le mets juste comme ça, mais on peut calculer la densité pour une paire de nœuds, la densité pour un nœud, et la densité à un instant donné. Et d'ailleurs, plus généralement, les métriques dans le package StreamGraph, souvent, la métrique, elle est soit underscore at pour calculer la métrique à un instant donné, ou underscore off pour calculer la métrique pour un nœud ou pour un lien. Et donc, si on prend, alors en fait, ça c'est pas très intéressant, mais c'est juste, si on prend la densité pour chaque nœud et qu'on calcule une CDF, on voit que la très 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 grande majorité
des nœuds, ils ont une très, 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 très faible densité parce qu'ils ont, par exemple, que 2 liens. Et par contre, il y en a certains, et ça peut être intéressant, il y en a certains qui, eux, ont une grande, grande densité. En fait. Donc, c'est sûrement des nœuds qui sont au cœur du réseau. Alors, à propos de nœuds qui sont bien connectés, on peut parler de neighborhood, comment dire, Voisinage. de voisinage, merci, je fais un mémo aujourd'hui, et de degrés. C'est intéressant, la notion de degré dans notre graphe, parce que justement, ça permet de voir à quel point notre graphe d'Internet il est bien connecté ou pas, enfin, s'il est densément connecté ou pas, je dirais, et aussi de savoir comment ça évolue. On pourrait imaginer, enfin moi j'imagine, c'est peut-être pas vrai, hein, mais moi j'imagine que ce degré global, moyen, il va augmenter avec le temps parce que les AS ils sont plus fortement connectés entre eux, ou même à l'intérieur d'un AS, il va y avoir de la redondance de plus en plus forte qui va faire que les nœuds sont de mieux en mieux connectés entre eux, si bien qu'il s'il y a une panne, il n'y a pas de problème. Et donc, un voisinage d'un nœud, c'est en fait, c'est tous les liens qui arrivent ou qui partent de ce nœud, c'est pas dirigé, mais à n'importe quel instant donné. Donc, c'est différent d'un graphe normal où il n'y a pas de notion de temps. Mais là, potentiellement, dans le même voisinage, on peut avoir des nœuds, des liens qui n'existent pas ensemble, quoi. Et le degré, c'est pareil, en fait, c'est le nombre de nœuds dans ce voisinage, en fait. -1 peut-être. Et donc, du coup, c'est équivalent au cardinal du nombre de nœuds de ce voisinage, n de v, là, divisé par le temps. Et donc, en fait, d de v, là, donc la densité d'un nœud, on sent que plus un nœud il va être connecté longtemps dans le temps, et plus le degré il va être élevé. En fait. Donc ça, c'est intéressant. Et plus généralement, c'est là où on voit l'intérêt des string graph aussi, c'est que les métriques, c'est pas juste des métriques où en fait elles sont moyennées comme si on avait un n-graph où on moyenne une métrique. En fait, là vraiment les métriques, potentiellement, elles sont influencées par cette notion, cette dimension de temps. Je trouve que là, on commence un tout petit peu à le sentir, et dans des métriques plus complexes, que je ne vais pas forcément beaucoup parler ici, mais dans des métriques plus complexes, cette tension entre structuralité et temporalité est de plus en plus grande. Parce que là en l'occurrence, quand même, dans le cas du degré, j'ai l'impression quand même que si tu prenais l'équivalent de ton string graph là en graphe dynamique, en disant voilà, c'est juste une succession de 10 graphes à des moments donnés, alors avec les nœuds étiquetés pour qu'on puisse les suivre, en fait, ce serait. Ah, que tu fasses la moyenne. Hein, et que tu fasses la moyenne. Ce serait exactement le degré moyen, je pense. Ah, peut-être bien. Donc, mon petit speech, je l'ai fait au mauvais moment. C'est possible. Il me semble. Possible. Bah oui, parce qu'en fait, finalement, c'est. Mais est-ce que vraiment, parce que tu prends, parce que là, ton voisinage, il est à n'importe quel moment. Ah ouais, mais bon. Bah oui, mais en fait, regarde, si tu regardes la dernière expression, la somme pour U appartenant à V des MUV, MUV, c'est le pourcentage de temps où le lien UV existe. Quoi. Oui. Donc là, en fait, il y a plus. Et donc, c'est chaque lien, tu le comptes multiplié par son pourcentage de présence, et donc c'est vraiment le degré moyen. Et puis, si tu changes l'ordre des graphes, ça ne prend pas la métrique. Ouais, c'est vrai. Oui, en l'occurrence, oui. Alors que là, pour le coup, dans plein d'autres métriques plus complexes, ça tient plus, par exemple, les notions de chemin, des trucs comme ça. Et donc là, c'est des exemples plus graphiques d'un voisinage qui peut être, qui est pris arbitrairement en bleu. On va dire, c'est le cluster associé au. En fait, un cluster, c'est un set de nœuds. Et là, on prend finalement des nœuds du cluster. Bon, la notion de cluster dans un string graph, c'est un set de nœuds à des moments précis.
Et donc là, en bleu, c'est, on va dire, le cluster qu'on prend. Et on peut associer qu'est-ce que je suis en train de dire là bref. Donc on peut associer donc un voisinage et donc calculer un degré. Et donc là, moi, ce que j'ai fait, c'est simplement calculer le degré moyen en utilisant toujours mon stream graph. Et donc là, c'est underscore at, donc on voit que c'est à chaque instant. Et on voit évidemment que dans la mesure où on a un bug de nombre de liens, et ben tout d'un coup, elle est toute petite, quoi. Parce qu'on a peu de liens, donc un peu de degrés. Et généralement, ça tourne autour de 2. Et c'est normal parce que finalement, un nœud, ça souvent qu'un prédécesseur et un successeur. Tiens, voilà, en fait, je parle là des sous-graphes et des clusters. Donc, un sous-graphe, c'est simplement un sous-stream graph plutôt. C'est simplement un stream graph qui, pour chacun de ses composantes, c'est inclus dans un graphe normal. Et un cluster, du coup, ce que je disais tout à l'heure, c'est un subset en fait des temporal nodes, donc des nœuds à un instant donné, quoi. Et du coup, pour définir un sous-stream graph, en fait, on va prendre les mêmes nœuds et les mêmes temporal, les mêmes node set et time set que notre graphe normal, mais en temporal node set, ça va être notre cluster associé à ce sous-stream, qui est un subset de W, et en temporal link set, en fait, ça va être tous les liens possibles de ce cluster. Donc c'est ce qu'il appelle E2C. Et voilà, en fait, je crois que ce que je disais tout à l'heure, c'était plutôt pour ça. En fait, là, en bleu, on prend nos temporal nodes qu'on veut. Et du coup, à droite, ça va être notre sous-stream graph associé en fait, à ce cluster. Et ça, pourquoi j'en parle? Parce que je trouve que c'est intéressant. Parce que comme je vous ai dit tout au début, nous, en fait, Internet, c'est un réseau de réseaux, quoi. Et parfois, on aurait envie de pouvoir comparer des métriques donc c'est un réseau de réseaux et chaque réseau, on appelle ça généralement un système autonome ou AS. Et donc, on peut tout à fait partir de notre stream graph de base et calculer un sous-stream graph juste pour un AS particulier et pouvoir comparer des métriques comme par exemple là, le coverage avec d'autres sous-stream graph de d'autres AS, quoi. Et par exemple, comparer Level 3 et Cogent, etc. Et je trouve ça, c'est assez intéressant parce que c'est très rapide à faire. Là, par exemple, dans la technicalité du code, hein, j'ai juste pris mon temporal node set où l'AS c'était Google. Et ensuite, j'ai calculé mon E2C, là, TLS Google, temporal link set. Et puis, j'en ai extrait, j'ai fait le NS Google et TS, en fait, c'est la même chose. Et du coup, voilà, je peux calculer, par exemple, une métrique là, que j'ai pris, coverage, et qui est différente du coverage, on va dire, global de mon string graph. Si vous vous souvenez, tout à l'heure, c'était plutôt 77%, alors que là, c'est plutôt 87%. Bon, ça ne nous donne pas grand-chose. Là, en l'occurrence, pour la notion de coverage, on peut juste dire que potentiellement, les nœuds sont peut-être un peu plus stables pour les nœuds de Google que dans la généralité, mais on pourrait imaginer des applications un petit peu plus intelligentes. Voilà, et donc la dernière grosse notion que je vais aborder, c'est l'idée de, alors là, en closeness et betweenness en français, Proximité. la proximité et le fait que... Intermédiarité. Ouais, là, j'ai un peu de mal, mais je pense que je vais dire en anglais, désolé. Et en fait, c'est deux métriques qui permettent de savoir à quel point les nœuds sont proches ensemble dans un graphe. Et ça aussi, c'est intéressant parce que ces notions-là, on a envie de contrôler si l'Internet, si le réseau Internet, il est de plus en plus, on va dire, si globalement les chemins vers les
destinations sont de plus en plus courts, et si les nœuds, voilà, donc des choses comme ça, parce que plus le chemin est court, plus la latence est faible, etc. Donc alors, j'espère que je ne vais pas dire trop de bêtises pour ces notions-là. Donc la closeness, en fait, on va prendre donc D de UV, c'est c'est la taille du plus court chemin entre U et V, du shortest path. Et donc du coup, si on somme l'inverse de cette notion-là par entre des chemins entre U et tous les autres nœuds du graphe, on va avoir une quantité qui, plus elle est grande, plus le nœud est proche des autres. Et c'est pareil, en fait, on peut généraliser ça très bien avec les stream graphes, parce qu'on rajoute juste la notion de temporalité, quoi. Et là, je l'ai fait. Donc là, j'ai pris j'ai calculé l'endroit pour le moment pour chaque nœud où la closeness est maximale. Et je l'ai fait j'ai un peu filouté parce que je l'ai fait pour le sous-stream graph que j'ai calculé tout à l'heure. Parce qu'en fait, j'ai le temps, vous voyez que ça prend à peu près 16 minutes. Comme il faut calculer beaucoup de short espace, bah ça prend quand même pas mal de temps. Donc je l'ai fait que sur mon sous-stream graph et déjà ça prend 15 minutes. Et puis j'ai représenté là, on s'en fiche, hein, mais j'ai représenté les 10 paires d'adresses IP et de temps où la closeness est la plus grande. Donc on peut imaginer que là, vous faites pas trop attention au FFFF, là, c'est une technique qualité supplémentaire, mais globalement, la 142.250.209.100, dans mon sous-stream, notamment sa plus grande closeness, c'est au temps 2. Alors, je ne sais pas pourquoi c'est toujours au temps 2 là, pour les 10 premières. Sûrement les mesures. Et du coup, c'est elle qui a la plus grande closeness, c'est elle qui va être la plus proche de toutes les autres, quoi. Ça peut être intéressant pour se demander si elle est tombe, qu'est-ce qui se passe, quoi, par exemple. C'est la closeness max sur tous les instants. Ouais. Ça donne le nœud sur tous les instants. Donc lui, là, particulièrement, c'est le nœud qui... donc si tu prends chaque nœud, je vais calculer la closeness pour la closeness maximum pour chaque instant. Pour chaque nœud. Pour chaque nœud. Et là, du coup, c'est un petit peu le top du top, dans le sens où sa closeness max, c'est la plus grande closeness max de tous les nœuds de cette substring. Voilà. Et la dernière métrique qui aussi parle de centralité, c'est là où je vais peut-être dire des bêtises, hein, mais c'est l'ego betweenness. Moi, je ne savais pas ce que c'était du tout avant. En clair, c'est G de IJ. Donc en fait, I et J, c'est des liens qui sont dans le voisinage de E. C'est des nœuds. Ils sont dans le voisinage de E. Et donc là, la première c'est juste pour les graphes normaux, hein, ce n'est pas les stream graphes. Et donc, du coup, en fait, donc on prend chaque I et J qui sont dans les nœuds et on divise le nombre de short espace qui passent par E avec le nombre de short espace total entre I et J qui ne passent pas forcément par E. Et du coup, le short espace, si je comprends bien, il est au plus égal à 2 en termes de... Mais ce qu'on veut là, ce n'est pas la distance, c'est le nombre qu'il y a. Ouais. Et donc, on divise par... En fait, globalement, c'est essayer de savoir si pour chaque un peu égaux, parce qu'on prend par rapport à ce nœud-là, est-ce que tous les liens, les short espace, ils passent... quelles proportions passent par lui, en fait, si je comprends bien. Et donc, par rapport pour prendre la dimension temporelle,
tout simplement, on va rajouter la notion de temps. Mais du coup, ça veut dire effectivement que si tu es sur une espèce de dendrite de ton graphe, donc tu es sur une ligne comme ça qui a pétaouchnok à l'extrémité du graphe, et toi, tu es l'avant-dernier nœud sur cette ligne, du coup, ça veut dire que tu as quand même une ego betweenness qui est maximale. Parce que en fait, tu es indispensable pour relier le dernier nœud avec l'antépénultième. Ouais, je pense que c'est une bonne remarque. Ouais. Après, donc, si j'ai bien compris, l'ego betweenness, c'est différent d'une autre métrique qui s'appelle le betweenness, qui fait là et qui est aussi dont il parle aussi dans le papier. Où là, en l'occurrence, j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus généraliste. On va voir les short espaces qui passent par ce nœud, etc. J'ai plutôt parlé de celle-ci parce que en effet, au niveau code, c'était plus facile de l'extraire. Ça coûtait moins cher, c'est sûr. Voilà. Et encore, en fait, finalement, je le fais que pour un nœud, parce que j'ai essayé de le faire pour tous les nœuds du substream, mais là, ça me prenait beaucoup trop de temps, quoi. Enfin, j'en sais rien, en fait, c'est pas fini. Donc, c'est marrant, c'est effectivement pas très. Ça prend plus que. En tout cas, ça a pris plus de 15 minutes, je l'ai arrêté à genre 1 heure. Non, tu n'as pas besoin. En fait, ce qui se passe, c'est que si tu regardes que les nœuds du neighborhood, oui, c'est que les nœuds du neighborhood. De deux choses l'une, soit ton voisin 1 et ton voisin 2, ils ont un nœud entre eux, et à ce moment-là, de toute façon, on peut se passer de toi, et voilà. Soit ils n'ont pas un nœud entre eux, et à ce moment-là, il faut juste regarder quels sont les nœuds qu'ils ont en commun à part toi, et c'est 1 sur le nombre de nœuds qu'ils ont en commun. Donc, ça semble pas très coûteux quand même. En tout cas, si tu es capable de calculer rapidement l'intersection entre les voisins d'un nœud et les voisins d'un autre nœud. Bon, du coup, on va dire en pratique, j'ai pas eu la patience d'attendre plus d'1 heure. Et donc, du coup, je l'ai fait juste pour un nœud au hasard dans mon substream de Google, que j'ai pris comme ça. Et là, on voit en fait, on voit pour chaque temporalité, time instant, l'ego betweenness. Alors, par contre, j'avoue que j'ai du mal à comprendre pourquoi ça augmente avec le temps. Je suppose qu'il y a une très bonne raison par rapport à la. Mais je ne sais pas trop pourquoi. Tu peux montrer la définition. C'est indépendant, je pense. Bah ouais, c'est pour ça que je ne comprends pas très bien. Ah oui, il y a une notion de. Ouais, donc là, je ne suis vraiment pas précis. Ouais. Ça dépend effectivement de l'ordre des graphes. Ouais, c'est-à-dire que tu prends pour chaque time instant, tu prends les short espace où le temps est le plus récent, si je comprends bien. Et donc, du coup, peut-être que pour le premier, il n'y avait pas de short espace le plus récent. Et du coup, j'ai un peu du mal à comprendre pourquoi. Enfin, ouais, j'ai un peu du mal à comprendre. Pardon. Peu importe. C'est une autre métrique, plus généralement, c'est une autre métrique qui nous permet de voir la centralité. Je trouve que la closeness est pas mal parce qu'en plus, elle ne se calcule pas trop mal quand même. Pour l'ego betweenness, c'était un autre exemple, mais bon, peut-être que c'est un peu. Voilà. Il faudrait que je creuse plus. Bon, voilà. Bon, en conclusion, j'ai seulement, avec moi, mes petites armes, j'ai seulement un peu effleuré la surface de ce qu'on peut faire avec les stream graphs. Il y a beaucoup d'autres notions, les chemins, parce que du coup, par rapport aux chemins, il y a cette notion de temporalité, donc il peut y avoir des chemins qui pourraient, entre U et V, qui n'existent pas au premier instant, mais qui va finalement, à travers le temps, si on attend un peu, au bout d'un moment, il va y avoir un autre chemin qui va pouvoir. Donc, vous voyez, la notion de chemin et de distance, elle va être vachement plus influencée par la temporalité. Il y a d'autres trucs, les clics, les line streams. En fait, si j'ai bien compris, c'est des streams, mais de liens. Au lieu d'avoir des nœuds en ordonnée, on a des liens. Ça pourrait être intéressant aussi pour nous, etc. Donc, il y a plein d'autres choses à faire. En tout cas, moi, j'ai vachement appris sur la théorie des graphes et aussi sur cette théorie en l'appliquant grâce au package Python qui était fourni. Et aussi, on voit bien une limitation, c'est que
appliquer des métriques seules comme ça, sans intention derrière, bah, ça ne suffit pas parce que généralement, il faut appliquer quand même ces métriques-là en ayant une idée derrière de ce qu'on veut mesurer, etc. Et puis aussi, peut-être, il y a d'autres, peut-être que ces métriques qui sont influencées par justement ce qu'on disait tout à l'heure, des choses qui sont dues au biais du graphe. Après, il y a peut-être des endroits du graphe qu'on veut particulièrement voir, donc peut-être faire des substreams, peut-être avoir des métriques complémentaires qui permettent de voir, notamment, nous, il y a un truc qu'on étudie beaucoup, c'est ce qu'on appelle les diamants. Globalement, c'est des chemins un chemin d'une source vers une destination. On a plusieurs chemins qui se forment et après ils reviennent comme ça. Et donc ça, potentiellement, on veut soit les mesurer comment ils évoluent, soit au contraire, pas trop s'en occuper parce qu'on sait qu'ils sont très dynamiques, mais on s'en fiche un peu. En fait, ce qu'on veut, c'est pas forcément voir ces dynamiques-là précisément, parce qu'on sait que de toute façon, ça va se croiser. Donc du coup, voilà, il y a peut-être il y a beaucoup, beaucoup d'autres choses qu'on peut faire avec la théorie. En tout cas, moi, j'ai appris énormément de choses. Et voilà, c'est tout pour moi. Est-ce qu'on peut poser des questions? Eh ben, vas-y, commence. Alors, moi, j'ai une question, c'est comment cette théorie, elle peut s'inscrire, étant donné qu'en fait, enfin, si on s'intéresse plutôt à comment Internet fonctionne, donc avec le routage, comment cette théorie, elle peut s'inscrire? Est-ce que juste il y a des subsets de la théorie qu'on peut emprunter? Parce que, par exemple, tout ce qui va être métrique sur les chemins, ça va pas marcher forcément. Parce que si tu te construis comme ça ton graphe, ok, tu vas dire qu'il y a des liens potentiellement ou des chemins entre des nœuds, alors qu'en fait, le routage entre ces nœuds n'existe pas. Ouais. Donc, comment tu ferais pour. Enfin, est-ce que tu as réfléchi à. Est-ce que ça peut s'appliquer du coup? Est-ce que ça permet de voir d'autres choses ou est-ce qu'on peut pas l'utiliser, quoi? Effectivement, c'est pour ça que j'ai pas trop parlé de chemin, parce qu'effectivement, alors il y a deux choses. Déjà, ce graphe-là, quand on parle de routage, c'est peut-être ce que tu veux dire, Kevin, c'est que on a des chemins entre des nœuds, mais dans la vraie vie, potentiellement, ces chemins, ils n'existent pas. Parce que comme nous, en fait, comme ce graphe, il a été formé par une espèce de merging de chemins, Ouais. Potentiellement, tu vas avoir, si des chemins, ils partagent les mêmes nœuds, il y en a un qui part à gauche et part à droite, tu peux pas dire, enfin, il n'y a pas de lien entre deux chemins différents. Potentiellement, le routage, il n'existe pas. Donc, tu vas voir des chemins, des short espaces dans ce graphe-là qui n'existent pas d'un point de vue routage parce qu'en fait, ce chemin-là particulièrement que ce short espace, par exemple, en fait, il existe dans aucun des vrais chemins routés, quoi. C'est ça. Donc mais ça, c'est une limitation c'est même pas une limitation des string graph ou quoi, c'est vraiment une limitation de cette représentation en forme de graphe. Et je pense qu'il faut vraiment être très clair avec ce qu'on veut voir ou pas voir, enfin, ce qu'on peut voir ou pas voir on va dire, dans ce graphe complet. Parce qu'effectivement, calculer des chemins dans ce graphe, c'est pas une bonne idée, quoi. Alors, je pense que Mathieu a fait le truc, mais c'est la construction du graphe ici qui pose problème, parce qu'on prend la concaténation de tous les liens qu'on a inférés depuis le flow, mais on pourrait très bien faire un graphe où un lien entre deux nœuds, c'est en plus d'avoir nœud source, nœud destination, il a un flow qui est associé. Et alors, ça nous fera un autre truc parce qu'on aura un graphe potentiellement entre deux nœuds, on aurait plusieurs fois le même lien vu par un flow différent. Ouais. Ça, on n'a pas creusé plus, mais je suis sûr qu'on pourrait toujours appliquer la théorie des graphes en construisant le graphe différemment, de telle sorte à ce que tous les chemins, ce soient des chemins routables. Ouais. Peut-être. Alors, dans ce cas, tu ferais quoi avec des labels? Des choses comme ça alors, le truc naïf, ce serait chaque nœud, c'est l'adresse IP plus le Ah oui. tu vois. Et potentiellement, on aurait un, je sais pas, ça s'appelle un multigraphe ou un truc comme ça, où entre un nœud et un autre nœud, tu as plusieurs liens, quoi. Un lien, ce serait pas juste UV, ce serait UV. Ouais, mais du coup, et tu contrains le fait que tu donnes un flow en input et tu contrains le fait que tu peux. Oui, mais du coup, les liens, c'est juste ceux qui sont observés par les traceroutes, quoi. C'est ça, c'est que tu ne vas faire rien de plus que ton observation. Exactement, ouais.
C'est ça, ouais. Donc, bon, je sais pas si c'est un... Et parfois, est-ce que vraiment cette notion de graphe concaténée de cette séquence de chemin, en quoi elle est utile? Et ça, elle nous permet de voir des choses un petit peu plus généralistes, mais c'est vrai que pour l'instant, je sais pas Elle trop. te permet de voir ce que le réseau est matériellement capable de faire, même s'il n'est pas Forcément. logiciellement capable de le faire. Oui, mais en même certaine- temps, c'est quand même biaisé par la mesure, enfin, dans ce sens où tu vois, comment dire, oui, mais il y a des liens que tu verras jamais parce qu'il n'y a pas de. Enfin, Les liens, physiquement, ils sont là, ça c'est sûr. Ouais. Mais par contre, effectivement, on sait qu'on n'a jamais observé un paquet de bout en bout. c'est ça, voilà. Les liens sont là. Potentiellement, on ne sait pas lesquels. Ouais. Alors, il y a un truc, je le mentionne juste comme ça, je ne sais pas du tout si ça peut. Mais en fait, il y a une notion dont j'ai absolument pas parlé dans les stream graphs, c'est une notion de poids aussi. On peut avoir des weighted stream graphs. Je ne sais pas si ça nous servira à quelque chose ou pas, mais c'est possible aussi. Mais du coup, par rapport à. J'y pense, là, ce que tu dis, on peut appliquer. Il y a la même variante des stream graphs, etc. Et ce que tu as présenté, ce qu'on avait déjà discuté, alors, je ne sais pas si c'est une limite, je ne peux pas me permettre de dire que c'est une limite de cette théorie, mais en tout cas, peut-être par rapport aux applications qu'on peut en faire nous, c'est que j'ai l'impression que c'est surtout. Enfin, là, j'ai l'impression que c'est des métriques qui sont utiles pour comparer des stream graphs entre eux. Genre, tu as 2 réseaux sociaux, tu as 2 machins, tu peux les comparer. Mais il y a très peu, sauf les métriques que tu as présentées à la fin, mais jusqu'à présent, je vois très peu de trucs temporels. Finalement, c'est ce qui est intéressant, c'est comment ça change au cours du temps. Et là, la plupart des métriques, quand tu changes l'ordre des graphes, ça ne change pas la métrique. Ouais, alors je pense que c'est plus une limite de ma présentation qu'une limite de la théorie. Voilà, mais je peux pas dire, je ne connais pas, et je suis nul, je ne peux pas me permettre de mais plus dans ce que ça nous limite. Ouais, alors c'est sûr que, disons, il y a sûrement j'ai pris des métriques, c'est pas forcément peut-être les meilleures à présenter dans notre. J'ai essayé de faire les choses les plus relevantes par rapport à ça. Mais il y a peut-être des métriques dont je n'ai pas du tout parlé qui seraient beaucoup plus intéressantes à voir justement pour cette double dimension structurelle et temporelle. Et que j'ai pas encore digué, quoi. Parce que finalement, le papier de 2018, en fait, tel qu'il est présenté, c'est des chapitres qui reviennent sur des grandes métriques de la théorie des graphes. Et du coup, disons qu'on n'a pas besoin de le lire du début jusqu'à la fin. On peut juste aller voir, la métrique qui nous intéresse et elle va se suffire le paragraphe va se suffire à lui-même. Et donc, du coup, voilà, moi j'ai pris certaines choses. Les notions de clic, par exemple, je ne sais même pas si ça peut nous intéresser. Ça se trouve, ça peut être très intéressant ou pas. Je ne sais pas si on va en avoir beaucoup, mais voilà. Mais bref, en tout cas, je trouvais que c'était vraiment intéressant quand même de voir un peu. Et puis, comme je disais, cette théorie, elle peut être applicable à plein d'autres problèmes, quoi. Moi, j'ai une question. Je ne sais pas si c'est vraiment une question ou une remarque d'ailleurs, mais je m'interroge un peu depuis tout à l'heure. En fait, j'ai un peu du mal à voir en quoi vraiment ce formalisme-là, il est différent de celui des graphes dynamiques. Parce que si tu imagines un formalisme où tu dis, bon, voilà, on a une fonction qui à chaque instant associe un graphe étiqueté, finalement, cet objet-là, le graphe dynamique, tu peux le mettre très facilement, tu peux très facilement le traduire en stream graph en disant, voilà, l'ensemble des nœuds, c'est l'ensemble des étiquettes qui ont existé à un moment du temps. L'ensemble des temps, c'est l'ensemble des temps. L'ensemble des moments où un nœud était présent, voilà. L'ensemble des moments où une arête était présente, c'est et c'est pour ça que je disais graphe étiqueté, c'est que tu as quand même besoin d'avoir une étiquette pour être capable de reconnaître les nœuds d'un instant à l'autre. Et du coup, je me demande un peu si cette histoire de stream graph, c'est juste peut-être un formalisme un peu plus commode pour étudier finalement des graphes temporels, ou s'il y a vraiment un ingrédient supplémentaire. Parce que là, j'ai vraiment l'impression que c'est complètement isomorphe, qu'on peut vraiment mettre les objets en correspondance one-to-one. Alors, j'avoue, je ne sais pas tellement si c'est isomorphe ou pas. Faudrait regarder chaque métrique. Peut-être que là, dans toutes les métriques que j'ai présentées, c'était isomorphe. Il faudrait voir s'il y a certaines métriques, je pense notamment. Parce qu'en fait, il y a des choses qui fonctionnent. Enfin, bref, je sais pas exactement, je ne peux pas forcément te répondre à la question.
Faudrait voir si toutes les métriques, ça marcherait. Parce que j'ai l'impression que l'objet lui-même est isomorphe. Donc, du coup, toute métrique que tu peux définir sur l'un, bah, du coup, en appliquant les opérations équivalentes sur l'autre objet, tu aurais les mêmes résultats. Bah, j'avoue, je me suis demandé aussi, parce que, mais en vrai, j'en sais rien. Je ne sais pas s'il y a certaines métriques beaucoup plus complexes, comme justement ces notions de clic, etc., qui, elles, bénéficieraient justement de ce formalisme particulier. Quoi. Et je ne suis pas sûr. Après, par contre, effectivement, du point de vue de l'implémentation sous forme de package, c'est peut-être par contre une façon beaucoup plus pratique de l'implémenter que de le voir en termes de graphe temporel. Ça, c'est clair. Moi, ça a été un peu enfin, j'ai lu le papier, mais après, je me suis dit, bah, pour la présentation, je vais tout réimplémenter. Enfin, je vais réimplémenter ce que je peux en un temps donné. Et j'ai été vraiment super content de voir qu'il y avait déjà énormément de code parce que ce package StringGraph, c'est pas trois lignes non plus. Hein. Il faut imaginer que pour chaque métrique, il faut y associer un algorithme, etc. Et par exemple, là, pour ces notions d'ego business, on voit quand même qu'il y a des algorithmes qui sont déjà faits pour les short espaces, etc. Donc, il y a vraiment, il y a quand même un travail très considérable de fait d'un point de vue du code. Et en plus, il y a un gros travail aussi de documentation. Comme je disais, il y a des cas pratiques, des tutoriels dont je me suis inspiré qui permettent de bien comprendre. Donc, ça, c'est intéressant de le souligner aussi. C'est-à-dire que ce n'est pas juste une théorie entre guillemets toute nue où il faut tout réimplémenter soi-même. Il y a vraiment des applications pratiques aussi.